y a 3 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. On l'utilise au bureau, à la maison, en famille ou en forêt. On ne pourrait plus s'en passer. Pourtant, cet objet est arrivé dans nos vies il n'y a pas si longtemps. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Le smartphone, un objet formidable. Mais c'est quand on le perd, on l'oublie, on l'endommage, ou qu'il n'y a juste plus de batterie, que l'on réalise qu'il y a peut-être un problème. Car le smartphone, toujours connecté et toujours disponible, est rempli d'applications sociales, comme WhatsApp pour communiquer, TikTok pour se faire les cuisses, Facebook pour s'informer, LinkedIn pour afficher sa réussite, Instagram pour booster son ego, ou même Tinder pour vivre de nouvelles aventures. Pourquoi les consultons-nous de manière si compulsive? 1, 2, 3, go! Dans le monde entier, des scientifiques multiplient les études pour comprendre l'influence des réseaux sociaux sur nos comportements. Plus les gens reçoivent de likes, plus ils sont actifs. Et inversement. Car les likes, les j'aime ou les cœurs sont considérés comme des récompenses court-circuitant le cerveau des utilisateurs. Les applications ont donc très probablement un impact sur le développement du système lié à l'attention et au contrôle cognitif. Ce qui peut influer sur la santé mentale. Les réseaux sociaux ont tendance à montrer plutôt des formes de réussite qui peuvent petit à petit être délétères dans la constitution de l'estime de soi. Un phénomène renforcé par les algorithmes. Notre analyse a révélé que les images montrant de la peau nue avaient une probabilité nettement plus élevée d'apparaître dans les fils d'actualité. Oh my gosh, yeah. Derrière nos comportements sur les réseaux sociaux se cache une molécule devenue star de la tech. That feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. Bienvenue dans le monde de la dopamine. Pour comprendre comment les applis sont conçues pour être addictives et envisager peut-être de reprendre un peu le contrôle de nos vies. Bienvenue en Californie. À côté de San Francisco, au cœur de la Silicon Valley. Toutes les entreprises de la tech sont là. Au centre se trouve Stanford, une université prestigieuse qui travaille étroitement avec les entreprises de nouvelles technologies, possède un incubateur de start-up et où se trouve un laboratoire de recherche qui étudie le comportement. Celui-ci est dirigé par Brian Jeffrey Fogg, célèbre pour avoir inventé en 1996 une nouvelle discipline, la captologie. Je vais vous transformer en génie du changement de comportement. La captologie permet, grâce à l'étude du comportement, de créer des produits irrésistibles. Ok, vous êtes prêts? Les techniques de Fogg, diffusées lors de cours, de conférences ou de workshops, inspirent depuis plus de 20 ans toute une génération de concepteurs d'applis. Voici en 2 minutes mon modèle comportemental. Cette méthode s'intitule Focus Mapping. Je l'ai appelée la grille du comportement. Et ça donne « Je suis génial ». Les émotions créent les habitudes. Son dernier modèle comportemental s'appuie sur le sentiment de succès. Ça va être une belle journée. Mon mantra, c'est aider les gens à ressentir la réussite. Et ça s'applique aux personnes qui créent des produits et services comme Instagram. Instagram, une appli imaginée dans un cours de BJ Fogg en 2006. Ça a marché parce que les gens ont pris des photos avec un filtre et ils se sont dit « Ça y est, je suis un artiste, regarde ». Donc, ils ont ressenti la réussite. Et ce sentiment, c'est ça qui crée l'habitude. Et si vous concevez des produits et services, c'est la clé de la réussite. Mais comment les créateurs d'applications s'y prennent-ils pour transposer les enseignements de Fogg dans les applis qui garnissent nos smartphones?
Les récompenses sont partout dans les applis. Les likes sur Facebook, les flammes sur Snapchat, les cœurs sur Instagram, les médailles pour les chauffeurs Uber ou même les matchs sur Tinder. Et ce n'est pas juste pour faire joli, c'est surtout car les récompenses jouent un rôle décisif dans l'apprentissage de nouveaux comportements. C'est ce qu'a théorisé dans les années 40 Bruce Frederick Skinner, un chercheur faisant partie d'un courant majeur de la psychologie anglo-saxonne, le behaviorisme ou comportementalisme. Skinner a réalisé une expérience devenue célèbre. Il a placé dans une boîte un pigeon, un bouton et un distributeur de graines. L'objectif est de pousser le pigeon à adopter un nouveau comportement, appuyé sur un bouton. Au départ, le pigeon actionne le mécanisme par hasard et Skinner lui donne une graine. Si le pigeon appuie de nouveau, Skinner donne la graine. Progressivement, le pigeon apprend à appuyer sur le bouton. Skinner comprend ainsi qu'en donnant des récompenses, appelées renforçateurs, on peut influencer des comportements. C'est cette théorie qui est encore appliquée aujourd'hui par les concepteurs d'applications. Pousser les utilisateurs à utiliser les applis en leur donnant des récompenses. Mais est-ce que le like sur Instagram fonctionne vraiment comme une graine pour un pigeon de Skinner ? Interview première. Je m'intéresse à la façon dont les individus apprennent de leurs interactions sociales. On apprend des autres et on apprend en les voyant réagir à nos propres comportements. J'étudie de nombreux phénomènes liés à ça, dont les comportements des individus sur les réseaux sociaux. Björn Lindström a ainsi réalisé une expérience pour démontrer l'effet du like sur notre comportement. Il existe une idée très répandue selon laquelle le comportement sur les réseaux sociaux est lié à la notion de récompense. Quand j'ai commencé à étudier le sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de preuve de ça. Donc on a mis en place une expérience contrôlée où on pouvait modifier le nombre de likes reçus par les participants sur une plateforme qui imitait Instagram. Ils pouvaient regarder des images amusantes, des mèmes, et ils pouvaient également en poster. On a modifié le nombre de likes qu'ils recevaient sur leurs posts. Et on s'est aperçu que quand les gens obtenaient plus de likes, ils répondaient plus. Plus les gens reçoivent de likes, plus ils sont actifs. Et inversement. Ainsi, plus on reçoit de likes, plus on poste de contenu. Et inversement, moins on en reçoit, moins on poste. Le like fonctionne ainsi selon le même principe que la graine pour un pigeon de Skinner. Donc on est sûr à 100% ou presque que les principes du behaviorisme sont utilisés dans la conception des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on reçoit un like ? Afin de répondre à cette question, les chercheuses Lauren Sherman et Patricia Greenfield ont mené une expérience intitulée « Le pouvoir du like ». Les participants sont placés dans une IRM qui prend en image leur cerveau. Pendant ce temps, ils peuvent poster des photos et recevoir des likes sur un réseau imitant Instagram. Les chercheuses ont alors découvert que les likes activent une zone bien particulière du cerveau. Un système comprenant le striatum ainsi que le cortex préfrontal. L'ensemble étant appelé le système de la récompense. Mais comment se fait-il qu'un like, une simple icône de pouce ou de cœur totalement virtuelle, stimule cette région du cerveau qui est déjà connue pour s'activer lorsque l'on joue au casino ou lorsque l'on mange un aliment sucré?
Tous les êtres humains ont un intérêt pour les contacts sociaux. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais d'inné. Les bébés sont incapables de faire certaines choses seuls et ont besoin d'un soutien social. Il est donc logique que notre cerveau soit doté d'un mécanisme qui nous incite constamment à entrer dans cette interaction sociale. L'interaction sociale joue un rôle essentiel de l'enfance à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'on ne savait pas exactement ce qu'il se passait dans le cerveau. On a donc mené une étude consacrée au phénomène de l'attention conjointe. Que se passe-t-il quand deux personnes regardent quelque chose ensemble ? Comme il est techniquement impossible de scanner les cerveaux de deux personnes ensemble, le docteur Shilbar a imaginé un exercice qui recrée cette interaction sociale et mesure l'activité du cerveau. Dans l'IRM, le participant est allongé face à un écran qui projette un visage dont les yeux interagissent avec lui. Par le pouvoir de son regard, le participant doit alors pousser ce visage à regarder un carré, qui devient bleu s'il réussit. Ce qui nous a beaucoup surpris et intéressés, c'est que ce type de comportement et la coordination des regards entre deux personnes sont très liés à l'activité du système de récompense du cerveau. Ça se passe dans cette région du cerveau, ici en jaune. Elle est particulièrement active lorsque le participant réussit à influencer le regard de l'autre. Ça s'apparente à une récompense sociale. Et plus le système de récompense est activé, plus les participants apprécient l'interaction sociale. Entrer en contact avec les autres active le système de la récompense et génère du plaisir. Un mécanisme essentiel dans la vraie vie et aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas de différence en ce qui concerne les processus de récompense dans le cerveau. Et que c'est pour ça que certaines applications et que les smartphones agissent comme une sorte de tétine ou de calmant numérique. C'est une espèce de feedback social qui est toujours disponible, où qu'on soit, de jour comme de nuit. Et c'est quelque chose d'à la fois attrayant et rassurant pour les individus. Ainsi, le contact social dans le réseau social a le même effet sur notre cerveau qu'une interaction réelle. Ces régions du cerveau sont particulièrement pourvues en neurones dopaminergiques, ce qui signifie que ces changements d'activité sont effectivement liés à la sécrétion de dopamine. La dopamine, une molécule devenue star. When you get a like on social media, all of those experiences produce dopamine. La dopamine, appelée parfois l'hormone du bonheur, impliquée dans l'amour, le plaisir, mais aussi l'addiction. The brain releases dopamine when you do things that feel good. Et c'est l'hormone du plaisir. Plus vous en avez, mieux vous vous sentez. That feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. Quelle est donc cette molécule magique qui réussirait à la fois à nous rendre heureux, addicts, en meilleure santé et qui joue un rôle clé dans nos comportements? Pessiglione, Mathias. Mathias, interview précédente. On entend souvent dire que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Quelquefois même, il y a des formules qu'on voit dans les magazines, comme l'hormone du bonheur, ou qu'est-ce que j'ai vu encore, l'hormone de l'empathie. Il semble qu'il n'y ait pas de limite au glissement sémantique sur la dopamine. Alors c'est doublement faux ou triplement faux. D'abord, c'est pas une hormone. Et puis, elle n'est pas forcément liée au plaisir. Elle est liée à la récompense. Ce qui intéresse les neuroscientifiques, c'est pas exactement la situation de la récompense,
C'est la situation de ce que nous, en jargon de laboratoire, on appelle le premier prédicteur de la récompense. Je vais prendre un exemple. Je suis un singe fructivore. Je me promène dans la forêt à la recherche de fruits. Je remonte une rivière, et puis j'ai 2 affluents. Je choisis de prendre à droite, et là, bord d'une berge sablonneuse, j'aperçois un magnifique arbre fruitier. Et en fait, c'est la vue du bananier qui déclenche la libération de dopamine. Et elle a 2 effets. Le premier, c'est de générer un comportement d'approche. Bien sûr, je vais grimper dans l'arbre pour attraper les bananes. Et le deuxième, c'est de renforcer toutes les représentations que j'ai construites au long de mon parcours, le long de la rivière. Donc, tu me rappelais qu'après ce rocher, il faut tourner à droite, par exemple. Les actions que j'ai faites. Tout ça, ça va être renforcé, si bien que si je me retrouve une prochaine fois sur le même carrefour en Y avec mes 2 affluents, eh ben, le choix va être plus facile à prendre, parce que le circuit est déjà creusé, déjà renforcé par la libération de dopamine. Donc un effet motivationnel, et puis un effet sur l'apprentissage, dans le sens d'un renforcement pour les prochaines fois. Ainsi, dans le cas du smartphone, la dopamine n'intervient pas au moment de la récompense, mais juste avant. À ce moment-là, le système de la récompense s'active. Les neurones dopaminergiques situés à la base du cerveau fabriquent la dopamine. Elle est ensuite projetée vers les neurones récepteurs situés dans le striatum et le cortex préfrontal. Tout cela nous poussant irrésistiblement, à chaque fois que l'on voit notre smartphone, à le prendre pour vérifier si une appli signale une récompense ou pas. Car pour nous pousser à utiliser toujours plus les applis, les créateurs ont découvert le meilleur moyen pour nous rendre accros, la récompense variable. Bonjour. Dans notre vocabulaire, renforcer, ça veut dire augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement. On a 2 grandes familles de situations. En fait, vous avez une conséquence qui peut arriver chaque fois que le comportement se produit. On appelle ça du renforcement continu. Chaque fois que je fais quelque chose, j'ai le renforçateur. Et puis, il y a une autre type de situation, c'est le fait que parfois, le comportement est suivi d'une conséquence et parfois non. Là, je suis dans une situation de renforcement intermittent. Ce que font les applis, c'est de vous donner des conséquences qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que le fait de varier la nature de la conséquence et le fait de ne pas systématiquement donner une conséquence répétitive, ça va maintenir plus longtemps le comportement. Et il n'y a pas que les likes qui sont considérés comme des récompenses variables. Il y a par exemple le fait de découvrir une vidéo incroyablement mignonne. Ou un partenaire potentiel trop attirant. Lire un message hyper important. Dénicher une flûte de Pan vintage dans un état exceptionnel. Ou tomber sur un article vraiment inspirant. Tous ces contenus plaisants et inattendus sont considérés comme des renforcements intermittents, nous poussant à utiliser encore plus ces applis. Si ça se répète, ça va se transformer en ce qu'on appelle une habitude. Alors une habitude, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est plus tellement contrôlée par la conséquence, elle n'est plus tellement motivée par ce que je vais obtenir, elle est contrôlée par ce qui se passe avant. Donc typiquement, les gens, ils montent dans le métro, ils allument leur téléphone. Ils n'ouvrent pas leur téléphone pour regarder quelque chose, pour lire le journal ou je ne sais pas quoi. Ils ouvrent leur téléphone parce qu'ils sont dans le métro. Et on est dans la situation où les comportements sont contrôlés par la situation, donc ils sont déclenchés. Autrement dit, je réagis à la situation. Quand on utilise longtemps son smartphone, le fait de l'allumer n'est plus motivé par une éventuelle récompense, mais par l'environnement. On dit alors que le comportement est devenu une habitude. L'autre chose qui est extrêmement bien manipulée, là, pour le coup, par les gens qui font des applications, c'est qu'ils vont vous donner des notifications.
C'est-à-dire tout d'un coup, sur votre téléphone, vous allez voir, vous avez un message, que Facebook, il y a des gens qui vous ont déposé des trucs, que TikTok a été actif, que Instagram, vous avez peut-être des fils que vous n'avez pas lus. Et ces notifications, elles ont pour but de déclencher le comportement. Vous voyez la notification, boum, vous allumez l'application. Et ça, c'est vraiment jouer sur le fait que ce comportement s'est transformé en une habitude. Ça se fait de manière complètement inconsciente et vous allez le faire de manière très systématique en fait. Ce qui veut dire que même si on n'a plus aucune récompense, on va quand même continuer à faire le comportement, poussant à scroller sur notre fil d'actu, même si ça fait des heures qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Et c'est sans doute ce qui explique que le temps passé sur le smartphone est en constante augmentation chaque année. En France et en Allemagne, le temps d'écran est de 3h30 par jour. Il a progressé d'1 heure en 2 ans. Aux États-Unis, il est de plus de 4 heures, soit plus que le temps passé devant la télévision. Au Brésil, il atteint 5h30, soit plus d'un tiers du temps éveillé. 2 tiers de ces durées concernent les réseaux sociaux. Partout, le temps d'écran augmente, avec des utilisateurs qui évaluent très mal la durée devant leurs applis. Notamment sur TikTok. Une appli permettant de produire et regarder des vidéos sur laquelle les utilisateurs passent bizarrement toujours plus de temps que prévu. Camera B is rolling. Okay, Murray, take one, saw sticks. On s'est tous déjà retrouvés scotchés à notre smartphone pendant 1 heure entière sans voir le temps passer. À chaque fois que mon petit ami me trouve en train de swiper sur TikTok, il me demande « Tu regardes quoi ?» Et je lui réponds « Je sais même plus ». Quand on est sur ce réseau social, c'est comme ça. On passe son temps à swiper impulsivement sans vraiment regarder les vidéos. Et l'idée, c'est que si on ne forme pas de souvenirs pendant qu'on regarde TikTok, c'est peut-être parce qu'on n'a pas une bonne perception du temps qui s'écoule. Donc, pour comprendre comment les souvenirs influent sur la perception du temps, on a demandé à des personnes de regarder des vidéos sur TikTok. Les participants doivent régulièrement estimer le temps passé sur l'appli. Par la suite, on leur demande de quelle vidéo ils se rappellent. Les résultats préliminaires ont montré que notre perception du temps était vraiment influencée par les souvenirs. Plus on a de souvenirs d'un moment donné, plus on a le sentiment que du temps s'est écoulé. Et à l'inverse, moins on forme de souvenirs, plus le temps semble court. La mémoire apparaît ainsi comme un outil pour évaluer le temps, mais aussi pour évaluer ce qui a de la valeur. Je pense qu'au fil de l'évolution, notre cerveau a développé un système qui nous a permis de mémoriser les choses importantes. J'ai tel souvenir, donc c'est sans doute que quelque chose d'important s'est produit. Passer plus de temps que prévu sur TikTok est ainsi lié au fait que ces vidéos ne sont pas vraiment importantes pour notre cerveau. Et donc, que l'on ne s'en souvient pas. Aujourd'hui, les utilisateurs sont invités à mieux contrôler leurs usages, grâce à des outils intégrés qui mesurent le temps d'écran. Mais est-ce dangereux de passer autant de temps sur son smartphone ? C'est OK pour tout le monde? Super. Le son, ça va?
C'est bon, merci. Le temps passé sur un smartphone varie d'une personne à l'autre. Vous pouvez par exemple vous en servir 10 heures par jour sans que ce soit nocif, si c'est pour vos études, pour votre travail ou pour envoyer des mails. Et vous pouvez ne l'utiliser que 2 heures par jour, mais de façon très problématique au contraire. Par exemple, pour faire face à des problèmes quotidiens. Ça s'apparente alors à une stratégie de défense dysfonctionnelle destinée à gérer ses émotions. Donc le temps passé sur un smartphone n'est pas forcément le meilleur indicateur d'un usage problématique. Car pour mieux comprendre si un usage est problématique, il faut surtout observer en détail l'usage et les effets sur la vie quotidienne. Des études mettent aujourd'hui en évidence 2 types d'utilisation sur les réseaux sociaux, actifs et passifs. Avec l'utilisation active, vous êtes engagé activement dans la production de contenu. Vous postez des vidéos ou vous retouchez des photos que vous mettez en ligne. Par exemple, quand on passe des heures à s'entraîner pour une choré hyper difficile ou qu'on anime une chaîne YouTube avec des recettes de pâte à choux super techniques. L'utilisation passive, c'est plutôt quand vous faites défiler les informations sans vraiment vous engager. Et on s'aperçoit que l'utilisation active est généralement associée à des expériences positives, tandis que l'utilisation passive peut être vécue de façon plus négative. Ainsi, ce n'est pas en regardant simplement la durée, mais en étant attentif à l'usage du smartphone, que l'on peut mieux définir si une pratique est vraiment problématique, voire si l'on peut parler d'addiction. Car comme l'indique une étude récente parue dans la revue scientifique Frontiers in Psychiatry, 42% des participants de moins de 21 ans ont été considérés comme addicts au smartphone, contre 34% des 22-25 ans et 28% des plus de 26 ans. Les chiffres de cette étude semblent particulièrement alarmants, mais la notion d'addiction au smartphone ou aux réseaux sociaux est encore très discutée au sein de la communauté scientifique. Une addiction, c'est une psychopathologie qu'on peut diagnostiquer, un trouble mental présent dans les manuels spécialisés. Or, aujourd'hui, en 2022, l'addiction au smartphone n'apparaît dans aucun manuel, donc on ne peut pas poser de diagnostic reconnu. On sait toutefois que cette addiction constitue un problème pour une minorité d'individus qui, suite à l'utilisation de leur smartphone, vont en ressentir les symptômes classiques. La tolérance, qui pousse à passer de plus en plus de temps sur son smartphone. Le changement d'humeur, quand on utilise son smartphone pour créer un effet anesthésiant. La saillance, quand on ne pense qu'à la prochaine fois où on va se servir de son smartphone. Et bien sûr, la rechute après une période d'abstinence. Pour comprendre ce nouveau trouble du comportement lié au smartphone, les chercheurs spécialistes des addictions s'intéressent aussi au système de la récompense, dont le dérèglement joue un rôle majeur dans toutes les addictions. Aujourd'hui, je pense que tous les neuroscientifiques seraient d'accord pour dire qu'il y a un dysfonctionnement du système de récompense chez les personnes qui souffrent d'addiction, que ce soit des addictions aux substances ou des addictions comportementales. Après, la nature de ce dysfonctionnement, est-ce que c'est un système où il y a trop de dopamine, pas assez de dopamine? On n'a pas encore les réponses à ces questions et on les cherche. Guillaume Sescous mène des expériences sur des patients addicts aux jeux d'argent afin de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on souffre d'addiction. Une personne qui est addicte à un produit ou à un comportement,
En fait, elle va avoir son attention qui est centrée sur cette substance ou sur cette activité au détriment du reste. Ainsi, dans le cas d'un comportement problématique avec le smartphone, c'est le dérèglement du système de la récompense qui nous pousse à utiliser toujours plus celui-ci, jusqu'à peu à peu remplacer toutes les autres activités. Le système de récompense, il a très probablement été sélectionné dans l'évolution des espèces pour nous encourager à reproduire des comportements qui sont indispensables à la survie, comme manger, boire et se reproduire. Et aujourd'hui, ces sources de renforcement qu'on trouve dans notre environnement qui ne sont pas indispensables à la survie, comme la reconnaissance sociale à travers les réseaux sociaux, et ces récompenses secondaires sont venues prendre en otage ce système de récompense et c'est là que commence en partie l'addiction. La question de l'addiction aux réseaux sociaux et sa classification officielle prendra sans doute des années. Cependant, déjà aujourd'hui, les conséquences sur la santé existent bel et bien. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. Fin 2021, des documents internes du groupe Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont fuité dans la presse. C'est une ancienne employée, Frances Haugen, qui a lancé l'alerte en diffusant ces documents confidentiels. Ce sont les Facebook Files. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Yes or no, does Facebook have internal research indicating that Instagram harms teens, particularly harming perceptions of body image, which disproportionately affects young women? Yes, Facebook has extensive research on the impacts of its products on teenagers, including young women. Les Facebook Files révèlent ainsi que sur Instagram, 37% des adolescentes se sentent plus mal après avoir consulté le réseau social. 66% des adolescentes ressentent une comparaison sociale négative. Et 23% des utilisateurs en général ressentent une pression extrême pour avoir l'air parfait. Stéphanie, première. Bonjour. Bonjour. L'estime de soi, c'est une caractéristique assez globale dans les addictions comportementales. En fait, on sait que les gens qui ont un trouble d'estime de soi vont avoir plus tendance à être addicts à quoi que ce soit en termes d'addiction comportementale et aux réseaux sociaux aussi. Le réseau social vient activer un élément important dans la constitution de l'estime de soi qui est la comparaison sociale. Ce qui va favoriser l'estime de soi, par exemple, c'est des comparaisons descendantes. Donc, se comparer à ceux qui font moins bien. Ça sauve l'estime de soi. Tandis que les comparaisons ascendantes, qui se comparent à ceux qui font mieux que soi, ça a tendance à diminuer, à avoir un impact délétère sur l'estime de soi. Comme les réseaux sociaux ont tendance à montrer plutôt des formes de réussite, plutôt des formes de beauté, plutôt le beau revers finalement de la vie. A priori, on peut difficilement faire des comparaisons descendantes. Donc on est plutôt sur un phénomène de comparaison ascendante et qui peuvent petit à petit être délétères dans la constitution de l'estime de soi. Donc on voit vraiment comment l'usage du smartphone chez quelqu'un qui est anxieux va amplifier des comportements de vérification, de réassurance, de soulagement immédiat, mais vient augmenter aussi le doute, la peur et du coup maintenir le trouble anxieux.
Les chercheurs comprennent mieux aujourd'hui les effets des usages du smartphone sur la santé mentale. Mais ils s'intéressent aussi aux effets sur le développement du cerveau et sur notre comportement. Certains disent que les enfants, aujourd'hui, sont peut-être plus impulsifs et moins capables de se contrôler à cause du temps qu'ils passent sur leur smartphone et sur les réseaux sociaux. Pour comprendre les effets du smartphone sur les enfants et les jeunes adultes, Jason Shine s'intéresse à ce qui favorise les comportements à risque, l'impulsivité. Pour mesurer l'impulsivité, Jason Shine travaille à l'aide d'un exercice sous IRM. Cette expérience permet d'activer le système de contrôle cognitif du cerveau. Le contrôle cognitif, un mécanisme qui se joue en partie dans le cortex préfrontal, situé à l'avant du cerveau. Le contrôle cognitif repose sur un ensemble de systèmes différents dans le cerveau, dont l'un permet d'inhiber une action lorsqu'elle n'est pas souhaitable. Si vous êtes par exemple dans une situation où vous voulez réagir vite, le contrôle cognitif vous permet de stopper cette réaction et, à la place, d'agir de façon plus intentionnelle et plus ciblée. Ok Joe, on est prêt. Tu peux commencer l'expérience. Pour mesurer l'impulsivité, l'équipe de Jason Shine a mis en place une expérience intitulée « Le pilote de fusée ». Quand le participant voit une planète avec des cratères, il doit appuyer sur un bouton. Mais de temps en temps, au lieu de cratères, il y a des rayures. Non, rayure. Un participant impulsif aura tendance à ne pas pouvoir se retenir d'appuyer lorsqu'une planète rayée apparaît. Rayure. Là, il doit se retenir d'appuyer. Il s'agit donc d'un exercice qui mesure la capacité d'un individu à inhiber ses actions. Durant cette tâche, l'IRM mesure la connectivité entre le système de la récompense qui pousse à agir et le contrôle cognitif qui permet de stopper le comportement. On s'est aperçu que la connexion qui relie contrôle et récompense, et qui permet de contrôler ses réactions face à des choses potentiellement gratifiantes, était plus faible chez les gens qui passent davantage de temps sur les réseaux sociaux et sur leur téléphone. Les personnes ayant un usage important de leur smartphone et des réseaux sociaux montrent un contrôle cognitif plus faible et une impulsivité plus grande. On pense que ces personnes sont moins en mesure de contrôler leurs actions et que ce déficit de contrôle serait dû à des années d'utilisation dans n'importe quelle circonstance de leur smartphone. C'est tout sauf un hasard. Les applications sont conçues sur la base de principes psychologiques qui permettent de capter l'attention et d'augmenter les signaux de récompense pour que les utilisateurs aient envie de s'en servir davantage. Les applications ont donc très probablement un impact sur le développement du système lié à l'attention et au contrôle cognitif. Et dans le même temps, les personnes qui ont tendance à être plus impulsives seront plus susceptibles d'utiliser ces applications et d'y passer trop de temps, jusqu'à en devenir dépendantes. Plus on utilise les réseaux sociaux, moins le système de contrôle agirait contre la dopamine stimulée par les applis. Les chercheurs ont découvert récemment qu'une autre molécule, la noradrénaline, joue un rôle essentiel dans ce contrôle.
qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on se retient de prendre son smartphone? Alors pour lutter contre les comportements compulsifs, on exerce ce qu'on appelle le contrôle cognitif. Ça consiste d'abord à suspendre l'action. Donc si j'ai une notification sur mon portable, j'ai tendance évidemment à porter mon attention dessus et à vouloir checker. Alors je peux suspendre ce comportement. Par définition, je mets en place du contrôle. Et donc c'est une forme d'effort mental. C'est là que la noradrénaline va intervenir. Et c'est elle qui va soutenir en quelque sorte l'effort de contrôle cognitif. La noradrénaline, un neuromodulateur produit dans une zone appelée locus coeruleus, dont le rôle a été démontré par une expérience avec un singe et 2 manettes. Une manette sur laquelle il doit facilement appuyer pour obtenir un petit verre de jus d'orange, et une manette sur laquelle il doit appuyer très fort pour obtenir un grand verre de jus. Naturellement, le singe préfère faire un effort pour avoir plus de jus d'orange. Les chercheurs ont alors découvert que si on injecte une substance qui abaisse le taux de noradrénaline, le singe choisit délibérément d'exercer moins d'efforts. Cette expérience met ainsi en évidence le rôle central de la noradrénaline dans la gestion de l'effort. Donc quand on décide de ne pas regarder son smartphone, la noradrénaline entre en jeu. Contrôle! Contrôle! Mais va-t-elle résister à l'action de la dopamine ? La découverte très récente de ce rôle de la noradrénaline éclaire la diversité de circuits et de molécules qui agissent dans notre cerveau, nous offrant des ressources pour contrer les effets de la dopamine. La recherche sur l'effet des réseaux sociaux sur notre cerveau avance. Mais les chercheurs se heurtent à des obstacles, car les applications changent régulièrement. Et les données permettant de comprendre le fonctionnement des applis sont très difficilement accessibles, car propriété des entreprises de la tech. Nous avons un gros problème. Les plateformes des réseaux sociaux sont de véritables boîtes noires. En tant que chercheurs indépendants, nous n'avons aucun moyen d'accéder aux données de ces plateformes. Il faut réaliser qu'il y a plus de 3 milliards de personnes sur les plateformes Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp. Il s'agit donc d'un pool de données d'une puissance phénoménale que seuls quelques chercheurs peuvent exploiter, à savoir ceux qui travaillent essentiellement pour les entreprises concernées. Car les plateformes ont des laboratoires de recherche internes qui, constamment, mènent des études à l'insu des utilisateurs. L'équipe du laboratoire de Facebook a ainsi publié les résultats d'une expérience intitulée « Contagion émotionnelle ». Les chercheurs ont manipulé le fil d'actualité de 700 utilisateurs. Ils ont augmenté le nombre de posts contenant des émotions positives pour un groupe et de posts avec des émotions négatives pour un autre. Ils ont ainsi mis en évidence que plus on reçoit de posts négatifs, plus on poste du contenu négatif. Et inversement, prouvant que le fil d'actualité de Facebook pouvait bien influencer l'émotion des utilisateurs qui n'étaient même pas au courant d'avoir participé à une telle expérience.
Le tollé a été énorme à l'époque, parce que les utilisateurs de Facebook n'étaient pas au courant qu'ils participaient à une expérience. Depuis le scandale de cette publication qui remonte à 2014, le laboratoire interne de Facebook ne publie plus aucune étude accessible à la communauté scientifique. Là aussi, ça pose problème. Ils disent, on est une entreprise privée, vous n'avez pas à savoir ce qui se passe chez nous. Moi, je leur réponds que les plateformes sont tellement gigantesques que nous avons le droit, en tant que citoyens, de comprendre ce qu'il s'y passe. Mais tant que les relations avec eux seront au point mort, je crains que nous ne sachions jamais vraiment de quoi il retourne. Pour avoir accès à ces données d'utilisateurs indispensables à la science, les chercheurs sont ainsi obligés de mettre en place d'autres stratégies. Interview Anne première. Algorithm Watch est une organisation de recherche et de défense des droits à but non lucratif qui se consacre aux prises de décisions automatisées, ce qu'on appelle algorithme ou intelligence artificielle. Le plus important, c'est avant tout les algorithmes qui définissent les fils d'actualité et déterminent les contenus qui doivent être mis en avant pour que beaucoup d'utilisateurs les voient. Pour comprendre comment ces algorithmes choisissent les contenus qui seront les plus vus, l'organisation Algorithm Watch utilise le don de données. On monte des projets à partir de dons de données. Ça signifie qu'on demande à des utilisateurs de nous communiquer leurs données. Pour ça, ils doivent installer un plugin. Algorithm Watch a ainsi cherché à comprendre comment l'algorithme d'Instagram sélectionne les photos qui apparaissent dans chaque fil d'actualité. Une étude qui s'intitule « Déshabille-toi ou échoue ». Notre analyse a révélé que les images montrant de la peau nue avaient une probabilité nettement plus élevée d'apparaître dans les fils d'actualité. Pour les hommes, il s'agissait de savoir s'ils apparaissaient torse nu, et pour les femmes, en bikini ou en sous-vêtements. Plus on est dénudé, plus la photo aura de succès. Ça pousse évidemment à se soumettre à l'algorithme d'Instagram, c'est-à-dire à se montrer en bikini ou en sous-vêtements pour avoir du succès. Une étude importante qui démontre le rôle de cet algorithme dans les problèmes d'estime de soi. Sauf que cette étude n'a pas du tout plu au groupe Meta. Facebook nous a accusés d'avoir enfreint les règles d'utilisation et nous a menacés de prendre des mesures, si bien qu'on a mis fin au projet sous la pression de Facebook. Aujourd'hui, si les grandes entreprises font tout pour éviter de rendre des comptes à l'opinion publique, les utilisateurs, eux, commencent à prendre conscience de leurs usages. Mais comment s'y prend-on concrètement pour reprendre le contrôle ? Pour moi, une des stratégies très importantes pour arriver à se déshabituer ou à se désensibiliser, c'est déjà de couper les notifications. Parce que les notifications sont les signaux qui nous conditionnent. C'est moi qui décide quand j'y vais et c'est pas l'alerte qui me dit quand je dois y aller. Autre conseil, quand vous travaillez ou que vous êtes à l'école, par exemple, mettez votre téléphone de côté. Dans votre sac ou dans une autre pièce. Loin des yeux, loin du cœur. Parce que les recherches montrent que quand on ne voit pas son téléphone, l'attention augmente considérablement. Des petites stratégies comme ça peuvent avoir une influence énorme sur notre santé mentale et notre bien-être.
On sait en outre que quand on passe son smartphone en noir et blanc, c'est-à-dire quand on supprime les couleurs, les réseaux sociaux deviennent moins attirants et on utilise moins son smartphone. Tous nos comportements sont en compétition. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Zola, TikTok. Zola, TikTok. Et donc il va falloir choisir un comportement parmi, pas une infinité, mais un grand nombre de comportements possibles à chaque instant. C'est très simple, hein. Une journée fait 24 heures. Si vous passez plus de temps avec vos copains, vous allez diminuer le temps passé sur les applis. Des solutions individuelles qui ne doivent pas masquer le fait que des politiques de santé publique sont peut-être nécessaires. Pourquoi serait-ce à nous de changer? C'est aux entreprises de la tech de le faire. Et ce serait le meilleur moyen pour refondre le système. Il faut concevoir des plateformes contenant moins d'éléments qui créent la dépendance. C'est indispensable, et ce serait un levier nettement plus efficace pour résoudre les problèmes. Il faut réinventer les réseaux sociaux et repartir de zéro en se posant la question de ce que serait un bon réseau social. Réguler l'industrie des réseaux sociaux prendra sans doute des années. D'ici là, il s'agit de se réapproprier individuellement cet objet qui n'est pas prêt de disparaître. Il va falloir apprendre à vivre avec, oui. Parce que sans passer, c'est pas possible. Donc faire avec, c'est avoir une consommation maîtrisée, savoir s'arrêter, que le smartphone garde une place d'objet utile. Parce que c'est d'abord un objet utile. Près de 15 ans après l'arrivée du smartphone, nous prenons aujourd'hui conscience des risques et des enjeux liés à ce formidable petit objet noir. À nous maintenant d'éviter les pièges que nous tendent constamment les applis et d'envisager peut-être de reprendre un peu le contrôle de nos vies. J'ai perdu mon téléphone, ça me déprime, ça me chiffonne. J'ai perdu tous mes contacts, je vais devenir paranoïaque. Les films de ma fiancée qui joue nu sur le canapé. J'ai le moral d'une vieille tortue.